Bonsoir et merci d'être à ce rendez-vous pour passer ensemble les principales informations de ce jour. Dans les bars, clubs et cafés, de nombreuses femmes dénoncent des cas de harcèlement, bien que le droit du travail prohibe ces agressions. Pourquoi ces abus persistent-ils et quelles solutions pour garantir leur sécurité? Réponse dans ce reportage. Travailler la nuit dans les bars, les clubs ou les cafés. Pour de nombreuses femmes au Liban, c'est avant tout une nécessité économique dans un contexte de crise où les opportunités d'emploi restent limitées. Je pense que la manière de faire d'une jeune fille est meilleure que celle d'un homme. J'encourage les filles à accomplir ce travail, mais aussi de faire attention où elles travaillent. Mais derrière les lumières, la musique et l'ambiance festive, une autre réalité s'impose, celle du harcèlement. Remarques sur l'apparence physique, gestes déplacés, propositions insistantes, parfois même agressions, autant de situations que certaines disent vivre au quotidien. Depuis 2020, la loi libanaise pénalise pourtant le harcèlement sexuel au travail et impose aux employeurs de protéger leurs employés. Alors, pourquoi tant de femmes affirment-elles ne pas se sentir en sécurité ? J'ai décidé de faire un travail de nuit. Étant une universitaire, les horaires nous conviennent. En tant que femme, je confronte beaucoup de choses. Je suis draguée, je subis des méchancetés, mais une fille doit être forte. Au début de mon travail dans ce domaine, un client a voulu que je sorte avec lui. Et une cliente ivre m'a crié dessus, car je me suis trompée de verre. Ce sont les mauvaises conduites les plus fréquentes. Les serveuses savent d'habitude comment gérer les clients. Pour moi, si quelqu'un dépasse les limites au cours des années, c'est arrivé une ou deux fois. La serveuse me notifie et moi je gère la situation. Cela est arrivé une fois avec un non-libanais. Il ne savait pas que c'était normal pour une fille de travailler la nuit. Et moi, je tiens à recevoir des clients respectables, surtout qu'une fille travaille chez moi. Et la fille doit être assez forte pour affronter la situation, car il se peut que des gens ivres dépassent leurs limites. Alors j'interviens ou je lui fais changer de section. Le travail de nuit implique une exposition constante au public. La consommation d'alcool, les rapports de pouvoir avec certains clients et la pression économique de ne pas perdre la clientèle créent un environnement particulièrement vulnérable. Beaucoup de travailleuses disent choisir de se taire par peur de perdre leur emploi. Dans ce secteur précaire, dénoncer un abus peut signifier être remplacé rapidement. Sur le terrain, les spécialistes du droit du travail constatent que l'application de la loi reste limitée. Plusieurs obstacles persistent. La méconnaissance des droits par certaines employées, l'absence de mécanismes internes de plainte dans les établissements, la peur des représailles, la lenteur des procédures judiciaires et la difficulté à prouver les faits, notamment en l'absence de témoins. Dans ce contexte, la frontière entre comportement déplacé et infraction pénale est souvent banalisée. Selon les experts, le problème ne réside pas uniquement dans l'existence d'une loi, mais dans sa mise en œuvre concrète. Ils recommandent notamment la mise en place obligatoire de mécanismes clairs de signalement dans les entreprises, des formations pour les employeurs et les employés, ainsi qu'une prise en charge plus rapide et plus sérieuse des plaintes par la justice. Ils soulignent aussi l'importance d'un changement de mentalité afin que la parole des femmes soit mieux entendue et protégée. Car travailler la nuit ne devrait pas signifier travailler dans la peur. Au-delà des établissements nocturnes, cette question touche à des enjeux plus larges. La dignité, la sécurité et le droit fondamental des femmes d'exercer leur métier dans un environnement respectueux et sans violence. Par ailleurs, les femmes au Liban jouent un rôle croissant dans les initiatives de médiation et de résolution des conflits.
Dans un pays marqué par les divisions politiques et communautaires, leur engagement ouvre de nouvelles perspectives pour le dialogue et la paix. Dans des sociétés pluralistes comme le Liban, les femmes médiatrices jouent un rôle important dans la résolution des conflits et la promotion d'une culture de paix. Le Centre professionnel de médiation de l'Université Saint-Joseph. Et nous poursuivons le reste de nos reportages dans ce journal. Au Liban, donc, les femmes jouent un rôle croissant dans les initiatives de médiation et de résolution des conflits. Dans un pays marqué par les divisions politiques et communautaires, leur engagement ouvre de nouvelles perspectives pour le dialogue et la paix. Dans des sociétés pluralistes comme le Liban, les femmes médiatrices jouent un rôle important dans la résolution des conflits et la promotion d'une culture de paix. Le Centre professionnel de médiation de l'Université Saint-Joseph a été créé en octobre 2006, avec pour mission de promouvoir une culture de la non-violence et une éducation à la paix. En 20 ans, le CPM a formé plus de 1000 médiateurs professionnels, a formé 5000 étudiants provenant d'universités au Liban et dans la région du Moyen-Orient, et a formé plus de 15 000 élèves des écoles publiques et privées au Liban. La médiation, ce n'est pas simplement un mode alternatif de résolution des conflits. La médiation, c'est un véritable outil de pacification. En tant qu'incubateur de projet, le CPM a mis en place depuis 2018 un projet qui concerne les femmes, avec UN Women, et ce projet est financé par l'ambassade de Finlande. Dans le cadre de ce projet, on a formé 240 femmes qui proviennent de 10 régions différentes du Liban. De ces 240 femmes, 140 sont devenues des médiatrices communautaires. Et l'objectif de ce projet est de montrer que les femmes ne sont pas simplement des victimes de conflits, mais que les femmes peuvent avoir un rôle essentiel à jouer dans la prévention et la gestion des conflits, et donc dans la consolidation de la paix. Les femmes médiatrices sont un modèle réussi qui mérite d'être généralisé au niveau national. Aussi, à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, une soirée de commémoration a réuni diplomates, étudiants et professeurs autour d'un même message: la guerre est d'abord une tragédie humaine. Retour sur un moment fort de mémoire et de solidarité. 4 ans. 4 ans que la guerre est revenue au cœur de l'Europe. 4 années de destruction, de résistance, d'exil, mais aussi de solidarité. À l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, l'heure n'était ni au débat stratégique, ni à l'analyse militaire. L'heure était à la mémoire. À la faculté des lettres et des sciences humaines, l'amphithéâtre affichait complet. Étudiants, professeurs, diplomates, représentants de la société civile. Plus d'une vingtaine d'ambassadeurs étaient présents. L'événement, organisé par le département d'Histoire Relations Internationales en collaboration avec l'ambassade d'Ukraine au Liban et le département de psychologie, marquait un moment de commémoration et de réflexe collective. Il est tout à fait naturel qu'à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et précisément au département d'Histoire et de Relations Internationales, que nous soyons aux côtés de l'Ukraine. C'est la 4e année consécutive que nous organisons avec l'ambassade d'Ukraine au Liban un événement en faveur du peuple ukrainien. Évidemment, ces souffrances des Ukrainiens nous rappellent les souffrances des habitants du sud Liban, mais également les souffrances des habitants de Gaza, des Palestiniens. Et donc nous ne pouvons pas être insouciants ou ne pas ressentir les malheurs des autres. La soirée se poursuit par la projection d'un documentaire consacré aux enfants d'Ukraine. Dans la salle, le silence domine. Le film montre l'innocence face au bombardement, les écoles détruites, les visages marqués par l'exil. L'émotion est palpable. Ici, la guerre n'est plus un chiffre, elle a un regard, elle a une voix. La Russie doit absolument cesser les bombardements. Ils doivent prendre conscience du massacre qu'ils ont causé. Nous demandons à nos partenaires de continuer à faire pression sur les Russes afin d'arrêter les atrocités. La présence de la communauté ukrainienne au Liban, des associations comme Plast Lebanon et des représentants diplomatiques venus nombreux donnent à cette soirée une dimension internationale. D'abord, 4 années terribles, 4 années de guerre, de destruction, de mort. Et pourquoi ? Pour gagner quelques kilomètres pour une raison qui échappe à beaucoup de monde.
La France a tout essayé d'abord pour prévenir ce conflit. Nous avons déployé beaucoup d'efforts. Et maintenant, je crois que notre devoir est de nous tenir aux côtés de l'Ukraine parce que les Ukrainiens nous ont montré à quel point ils étaient courageux. Ils défendent quelque part des valeurs communes, des valeurs de l'Europe, dans un monde difficile, comme le Liban le vit aussi. Et je pense qu'il est de notre devoir vraiment de tout faire pour que cette guerre s'arrête le plus tôt possible, mais qu'elle ne s'arrête pas au détriment des Ukrainiens. Un message s'impose. La solidarité ne se limite pas aux frontières européennes. Elle s'exprime ici, à Beyrouth. 4 ans après le début de la guerre, l'Ukraine continue de résister. Mais à Beyrouth, il ne s'agissait pas seulement de résilience. Il s'agissait de mémoire, de dignité et de responsabilité collective. Parce que, lorsque la guerre frappe quelque part, elle interroge partout. L'inquiétude grandit face à la montée des tensions entre les États-Unis et l'Iran. Le chef des droits de l'homme de l'ONU se dit extrêmement alarmé par le risque d'escalade militaire autour de l'Iran. Par ailleurs, le plus grand porte-avions américain au monde est arrivé au large d'Israël, symbole du renforcement militaire décidé par Washington. Face à la menace d'une frappe américaine contre l'Iran et des représailles iraniennes, plusieurs pays, dont les États-Unis, ont exhorté leurs ressortissants à quitter Israël, l'Iran et d'autres pays du Moyen-Orient. À Genève, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, s'est dit extrêmement alarmé par le risque d'escalade militaire régionale et ses conséquences pour les civils. Il appelle à ce que la voix de la raison l'emporte, alors que Washington poursuit un important déploiement militaire au Moyen-Orient. Après avoir lancé un ultimatum de 15 jours à Téhéran pour parvenir à un accord sur le nucléaire, le président Donald Trump a renforcé la présence militaire américaine dans la région. Symbole de cette démonstration de force, l'arrivée au large d'Israël de l'USS Gerald R. Ford, le plus grand porte-avions au monde. Le bâtiment, qui a quitté une base navale en Crète, rejoint un dispositif comprenant désormais 2 groupes aéronavals américains en Méditerranée orientale. En Irak, le groupe armé Kataeb Hezbollah, proche de Téhéran, appelle ses combattants à se préparer à une guerre d'usure en cas de frappes américaines. À Washington, le vice-président J.D. Vance assure qu'une éventuelle intervention ne déboucherait en aucun cas sur une guerre prolongée. Entre avertissements de l'ONU, démonstrations de puissance militaire et menaces régionales, la situation reste hautement volatile, suspendue à l'évolution des négociations nucléaires. Et c'est ici que nous mettons fin à ce journal. Merci et bonsoir.